Merci beaucoup. Alors, on a de la chance d'avoir Patrick parce que moi je l'ai connu, j'étais chef de clinique ou interne, je sais plus. On était à Brousset tous les deux et il est devenu le grand spécialiste de l'hypercalémie en France. Donc, il va venir nous parler. Moi, je vais introduire la problématique pour nous en gériatrie parce que c'est des situations qu'on voit quand même fréquemment. Et les données de la littérature, je vous montrais, c'est surtout chez les gens âgés que c'est grave et que c'est gênant. Donc, on a des solutions, mais vous allez voir qu'il va y avoir des nouvelles solutions qui vont arriver. Alors, j'ai mis quelqu'un qui s'appelle Madame PR, Patrick Rossignol. Bon. Tu l'avais vu, d'accord. Donc, qui fait de l'insuffisance cardiaque, elle a plein de comorbidités, elle a plein de médicaments. Donc, pour son insuffisance cardiaque, elle a bien le bêta-bloquant, l'IEC, elle a, comme le disent les recommandations, puisqu'elle a une fraction d'éjection qui est basse, 32%, mais des microdoses de spironolactone, parce qu'on a du mal à mettre nos patients âgés sous spironolactone, furosémide, et puis elle a le traitement du diabète. Et donc on lui fait une biologie. Donc elle a une insuffisance cardiaque, elle a le BNP élevé, elle n'a pas beaucoup de fer, donc ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, elle aura besoin de fer. Insuffisance rénale, l'anémie. Alors, ma question, elle a une hypercalémie, oui ou non? Qui dit oui? Tout le monde. Et qu'est-ce qu'il aurait fallu faire quand même avant? Contrôler. Normalement, pour reconfirmer un diagnostic, on ne sait jamais, peut être hémolysé, machin, il vous faut un contrôle. Donc normalement, je pense, et d'ailleurs c'est ce qu'on va voir chez cette dame, mais normalement il faut recontrôler pour être certain le diagnostic d'hypercalémie. Tu es d'accord, Patrick? Il me dit impeccable. On recontrôle, c'est à 6, donc ça n'a pas bougé. Alors, chez cette patiente, 6, hypercalémie grave, oui ou non? Là, comme ça, sur un chiffre, c'est grave. Et qu'est-ce qui manque? Il manque un truc. Il manque un électrocardiogramme, parce que là, c'est pas sur un chiffre qu'on peut savoir grave ou pas grave. Si vous voulez vous précipiter sur tous les médicaments, l'insuline et tous ces trucs-là, ou alors est-ce que vous allez faire... Il faut fréquence cardiaque éventuellement s'il y a bradycarde, mais surtout, il nous faut l'électrocardiogramme. À l'électrocardiogramme, on va chercher des ondes T comme ça. Ça te va, Patrick, ça? Après, il peut y avoir un élargissement du QRS. Ça commence à être pas bon, ça, l'élargissement du QRS. Après, il peut y avoir des troubles de conduction, donc des BAV, de l'échappement jonctionnel, du bloc sino-auriculaire, et puis au pire, là, mais là, en général, on n'a même pas le temps de faire l'électro, là. La TV, ils sont morts, et ils vont mourir, et la FV, ils sont morts. Mais donc, vous voyez, les ondes pointues, l'élargissement du QRS, les troubles conductifs, vous avez besoin d'avoir ça pour savoir si on est devant une hypercalémie grave ou pas. Alors après, c'est vrai qu'il y a des définitions de légère, modérée à sévère, mais c'est pas la gravité clinique. Donc au-dessus de 5 jusqu'à 5,5, modéré 5,5 à 6, et de 6, après au-dessus de 6, on est sur du sévère, en sachant qu'il faut l'avoir recontrôlé une fois. Alors qu'est-ce qu'on a comme facteur de risque d'hypercalémie? Le syndrome cardio-rénal. Oui ou non? Oui, avec à la fois la suffisance cardiaque, l'insuffisance rénale, l'un qui l'emporte sur l'autre, très clairement. Est-ce que l'âge, c'est un facteur de risque d'hypercalémie? Dans les études, plus on est âgé, alors c'est parce que peut-être on a des comorbidités associées, mais plus on trouve, c'est un facteur de risque d'hypercalémie. Donc oui, vous avez pris un truc. Traitement par IEC. Ouais. Traitement par aldactone. Ouais. Traitement par metformine. Non. Éventuellement le diabète. Le diabète peut être un facteur favorisant d'hypercalémie, mais pas. Donc vous voyez que on reconnaît nos patients là en gériatrie. Ils ont de l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance rénale, ils sont âgés et ils prennent souvent des IEC, parfois de l'aldactone. Donc ça, c'est les principaux facteurs. Vous voyez dans la littérature, insuffisance cardiaque, insuffisance rénale, 80 ans, les IEC, les ARA2, les anti-aldo. Des fois, on donne des suppléments potassiques, ça c'est pas bon, ça augmente le risque. Et puis, les anti-inflammatoires peuvent donner aussi par le biais de l'insuffisance rénale. Et le diabète est un facteur de risque d'hypercalémie. Donc, on a ces facteurs, vous voyez que c'est très gériatrique, c'est des facteurs de risque qu'on rencontre en gériatrie. Alors, c'est grave l'hypercalémie?
Ouais, c'est une gravité. Donc vous voyez, vous avez ces courbes-là en fonction du taux. Plus le taux est élevé, plus on meurt. Et puis ça, on le connaît en gériatrie. Vous voyez, ceux qui meurent le plus, les plus vieux et ceux qui ont le plus de comorbidité. Donc plus on est âgé avec comorbidité, plus on risque de faire l'hypercalémie et plus cette hypercalémie peut être grave et dangereuse. Donc notre patiente avait un électro normal. Donc qu'est-ce que vous faites? 6 de kaliémie, sans critère de gravité ECG. Alors on diminue l'IEC. On diminue, on arrête. Patrick, tu aurais fait quoi? Là, en l'occurrence, à 6, là, spontanément, j'arrête le temps que ça se normalise. Quoi. Donc il arrête le temps que ça se normalise et éventuellement il reprend à dose plus basse après. Arrêter l'anti-aldo. Ouais. Gluconate de calcium, insuline, bêta-2 mimétique. Non, c'est pas de la. On n'est pas sur. Ça aurait été avec un signe de gravité ECG, oui. Mais là, on n'est pas sur un signe de gravité ECG. Majorer le Lasix. Patrick? Là, non, surtout c'est de façon isolée. Là, non, c'est de façon tout à fait isolée. On n'est pas chez quelqu'un qui est en train de décompenser son insuffisance cardiaque, sauf si tu avais dit oui, elle a des œdèmes, elle est en train de se décompenser. Mais là, sauf si tu n'as pas d'indication à majorer le traitement déplétif, il n'y a pas d'intérêt à majorer le Lasix pour faire baisser la kaliémie. Alors là, dans le cas clinique, au début, elle était en œdème pulmonaire, donc on aurait pu, mais sinon, de façon habituelle, c'est pas de majorer le Lasix qui va résoudre le problème. Chélateur du potassium. Lequel? Donc il y a Calexayate et on va voir qu'il y a peut-être d'autres choses aussi. Donc, diurétique, c'est ce que tu as dit. En plus, ça va aggraver la fonction rénale, donc c'est le traitement d'insuffisance cardiaque, mais c'est pas le traitement au long cours. Ne pas régime sans potassium, je sais pas trop ce que c'est, difficile. Alors après, vous m'avez dit Caïxalate. Alors Caïxalate, déjà, il faut savoir, il y a un peu de sodium dans le Caïxalate, donc des fois chez les insuffisants cardiaques, c'est pas terrible, surtout à effet altéré. Tu veux dire un mot sur les effets digestifs? Oui, alors les effets digestifs du caïxalate, déjà on sait tous que c'est pas bien toléré sur le long cours et que c'est une solution assez plâtreuse et bien souvent les patients se plaignent, d'abord ils veulent pas le prendre et de façon chronique et d'autre part ils vont se plaindre de constipation, éventuellement de douleur abdominale et il y a même, ce qu'il faut savoir, même un avertissement qui a été émis par la Food and Drug Administration il y a quelques années parce qu'il y a eu des cas de nécrose colique qui ont été observés sous caïxalate. Alors bien sûr, ce sont des événements très rares, mais qui ont été suffisamment notables pour être signalés. Et il y a dans le label américain, il y a attention, risque de nécrose colique sur l'utilisation du caïxalate. Ce qui fait qu'aux États-Unis, par exemple, le caïxalate n'est absolument pas utilisé ou de façon très très marginale pour traiter l'hyperkaliémie de façon chronique. Alors ensuite, c'est rare qu'on donne des bicarbonates de sodium aux patients âgés, sinon on va les faire décompenser de leur insuffisance cardiaque. Et puis, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, réduire les inhibiteurs des bloqueurs du système rénine-angiotensine. Le problème, c'est qu'on a vu tout à l'heure dans le topo de l'insuffisance cardiaque, ces médicaments améliorent la qualité de vie, réduisent la mortalité, les hospitalisations, donc on n'a pas trop envie de les arrêter chez nos patients insuffisants cardiaques. Tu veux commenter là les recommandations ? C'est-à-dire, en fait, de façon très simple, la plupart des recommandations, soit dans le milieu néphrologique, soit cardiologique, disent que vous avez un patient qui a besoin d'avoir des IEC ou des bloqueurs du système rénine-angiotensine-aldostérone, c'est-à-dire les insuffisants rénaux, les insuffisants cardiaques. Eh bien, s'il se présente devant vous avec une hyperkaliémie, quel que soit son stade, que ce soit supérieur à 5, 5,5 ou 6, on vous dit en fonction de la sévérité de l'hyperkaliémie, soit vous ne commencez pas les IEC, soit vous diminuez les doses, soit vous arrêtez. Donc il y a un vrai dilemme ici, puisqu'on se trouve devant des patients qui ont besoin d'un bloqueur du système rénine-angiotensine-aldostérone. On sait que ça sauve des vies dans le domaine de l'insuffisance cardiaque, la fraction d'éjection altérée, que ça préserve de la dégradation de la fonction rénale dans le domaine de la néphroprotection, mais que ce sont des médicaments qui, de façon inhérente, font monter le potassium et quelquefois sont associés à des hyperkaliémies. Donc là, on a un vrai dilemme et les guidelines, jusqu'à tout récemment, en tout cas, nous disent attention, hyperkaliémie, ne commencez pas les bloqueurs du système rénine-angiotensine ou diminuez la dose ou arrêtez.
Donc je dirais que c'est vrai qu'en gériatrie, à 6, c'est sûr qu'on arrête, mais que quasiment même à 5,5, là, on arrête et on met des microdoses, hein, et on ne commencera pas au-dessus de 5. Donc finalement, nos patients sont souvent pas assez dosés, à la fois en IEC, et puis alors même les anti-aldo. Alors lui, c'est un grand spécialiste des anti-aldo, mais nous, on n'aimait pas beaucoup. Hein. Vous avez vu ce que j'ai montré tout à l'heure, les chiffres. En gériatrie, on utilise très peu cette molécule à cause justement de cette problématique de l'hypercalémie. Pourtant, vous voyez, hein, les recommandations, les IEC classe 1A, on l'a vu tout à l'heure, les anti-aldo, c'est classe 1A. Et vous voyez, le bénéfice des IEC, des ARA2 et des anti-aldo, il est important. Hein. Ça, c'est la réduction sur la mortalité. Mais nous, nos patients, pour l'instant, le plus souvent, ils n'ont pas ces médicaments-là. Hein, donc, c'est sûr que si on pouvait leur donner ça, on leur apporterait encore un bénéfice. Mais pour l'instant, on n'y arrive pas. Et on n'y arrive pas parce que, quand on voit la littérature, hein, c'est un de tes papiers, cela, non ? Pas celui-là. Pas celui-là, enfin, il en a fait des similaires. On voit, chaque fois qu'on a mis un anti-aldo, on augmente, là, on multiplie par 2 le risque d'hypercalémie. Et à chaque fois, là aussi, on a, dans toutes ces études, plus d'hypercalémie. Donc, on est dans la difficulté d'arriver à donner le traitement. Et si on regarde celle-là, ouais, ça, c'est une étude en Allemagne. 1 million. Donc, c'est l'assurance maladie en Allemagne. Ils regardent le risque d'hypercalémie. Si on a un IEC et de la spironolactone, on multiplie par 13 son risque d'hypercalémie. Donc, c'est sûr que ça fait peur. Hein. Et les critères qui font qu'on a le plus de risques. C'était avant. Vous voyez, là, c'est plus on est vieux, plus on a le risque d'hypercalémie ou plus on a l'insuffisance rénale. Donc, nos patients gériatriques, c'est ça. Hein, plus ils sont âgés, plus ils ont l'insuffisance rénale, plus ils vont avoir ce risque d'hypercalémie. Donc, on est gêné, on ne peut pas donner les traitements optimaux à nos patients. Pourtant, on sait que s'ils avaient le traitement optimal, ça, c'est les données des études qui montrent, si tu veux commenter. Ouais, dans cette étude, c'est une grande étude européenne où il y avait 2500 patients insuffisants cardiaques qui avaient une indication à avoir une optimisation de leur traitement. C'est-à-dire le docteur était prêt à cliquer sur le cahier d'observation. Ce patient-là, je veux optimiser son traitement. Il n'y a pas de raison à partir que je ne le fasse pas. Et puis on observait ce qui se passait au bout de 6 mois. Et donc il y avait certains patients qui étaient optimisés, d'autres pas. Eh bien, ceux qui étaient optimisés vivaient plus vieux que ceux qui ne l'étaient pas. Et ça, y compris après ajustement sur les comorbidités, parce que bien sûr, on imagine bien que les patients les plus graves sont ceux qui sont les plus à risque de ne pas être optimisés. Et donc même après ajustement, ceux chez qui on n'avait pas atteint la dose, ou ceux qui n'avaient pas eu l'introduction des médicaments, ils mouraient plus. Et donc on arrive à une diapo qu'on voit quasiment sur tous les topos de gériatrie. Vous connaissez cette diapo, toujours la balance bénéfice-risque. Et on est dans cette question-là. On voudrait donner des bloqueurs du système rénine-angiotensine, mais on n'y arrive pas à cause de l'hypercalémie, donc on est obligé de les arrêter. Et donc la balance entre les deux. Et donc on est dans la difficulté tout le temps, parce que le plus souvent, on est obligé de les arrêter. Et donc Patrick va nous présenter, parce qu'il y a des données, ça apparaît dans les recommandations de l'insuffisance cardiaque, avec des médicaments qui sont des chélateurs du potassium, qui sont actuellement à l'étude pour l'obtention d'une AMM, de traitement chronique de l'hypercalémie, qui permettrait du coup de mettre les médicaments, puisqu'il n'y aurait plus d'hypercalémie. Et donc Patrick va nous présenter ses résultats. Je te remercie Olivier. Donc effectivement, les guidelines de 2016 disaient qu'il y a 2 médicaments qui sont en cours de développement, de nouveaux chélateurs du potassium, qui étaient en attente d'obtenir une AMM. Et là, c'était en 2016. Merci Olivier. Et donc, moi, je vais vous parler de l'un d'entre eux, sachant que l'autre a également obtenu des AMM en Europe et aux États-Unis. Je vais vous parler de l'un d'entre eux tout simplement parce que c'est mes déclarations d'intérêt. J'ai été associé au développement de ce médicament depuis maintenant 5 ans. Et donc, moi, je vais vous parler du patyromère, qui est un chélateur du potassium qui échange le potassium contre du calcium. Donc ça, c'est la photo du patyromère. Et donc, ici, ce sont toutes les études cliniques qui ont été faites avec le patyromère. Il y a une bonne dizaine d'études cliniques. Bien sûr, je ne vais pas vous parler de toutes, mais il y a tout un portfolio d'études cliniques, y compris, bien sûr, jusqu'à l'étude de phase 3 sur laquelle j'insisterai davantage. Donc, il y a 3 études sur lesquelles je vais insister qui portent des noms de pierres précieuses, améthyste, opale et pearl. Et donc, tout d'abord, une étude de phase 2, mais qui a la caractéristique d'avoir recruté des insuffisants rénaux, diabétiques, hypertendus, sous bloqueurs du système rénine-angiotensin-aldostérone. Et l'intérêt principal de cette étude, ça a été une administration pendant 1 an
du chélateur du potassium. Alors il y avait différentes façons de rentrer dans cette étude, mais ils avaient tous un bloqueur du système rénine-angiotensin-aldostérone. Ils avaient ou pas un certain degré d'insuffisance rénale avec protéinurie ou pas, mais le point commun, c'est que quel que soit, c'était un peu complexe, on leur arrêtait le raci qu'ils avaient, mais on leur mettait du losartan, ou alors on rajoutait de la spiro, ou alors on maintenait tel quel. Et au bout d'un mois de renine, en fonction de leur niveau de potassium, entre 5 et 5,5 ou supérieur à 5,5, on leur donnait différentes doses de pâtiromère et on les suivait pendant jusqu'à 1 an. Donc la population de l'étude, c'est une population avec en moyenne 66 ans et ils avaient un DG moyen à 42 ml par minute. C'était tous des hypertendus et on voit les résultats. Quelle que soit la kaliémie à l'entrée, le potassium diminue et reste stable dans la limite de ce qui est acceptable. On est entre 4,2 et 5. Et puis lorsqu'on arrête le médicament au bout d'1 an, eh bien, sachant que le médicament il a été très bien pris, puisque les patients ont réussi à le prendre entre 87 et 96%. Donc c'est un médicament qui est très bien toléré pendant 1 an. Eh bien, bien sûr, lorsqu'on arrête le médicament, eh bien, ça remonte la kaliémie. Alors un élément intéressant, parce que j'ai laissé la slide parce qu'Olivier il est hypertensiologue, on voit qu'en parallèle de ça, il y a une diminution de la pression artérielle, même si c'est en ouvert. Mais on pourra discuter éventuellement du mécanisme. Alors pour tout nouveau médicament, on se pose la question des effets indésirables potentiels. Ici, on est en ouvert, donc c'est pas contre placebo. Hein. Et donc on peut noter qu'il y a 6% de constipation ou diarrhée globalement. Et puis, une particularité de ce médicament-là, c'est qu'il peut également capter le magnésium, et donc il y a environ 7 à 9% d'hypomagnésémie. Je viens maintenant à la phase 3, qui avait ça de particulier qu'il y avait 2 phases, et elle avait été designée avec la FDA. La première phase, c'était des patients qui étaient insuffisants rénaux et qui étaient sous bloqueur du système rénine-angiotensine et qui étaient hyperkaliémiques. Alors bien évidemment, c'est une phase qui est faite en ouvert. On donne à tout le monde un médicament parce qu'on ne va pas les laisser hyperkaliémiques pendant plusieurs semaines. Et donc l'objectif, c'était en fonction de la sévérité de la kaliémie, on leur donnait 8 grammes par jour ou 16 grammes par jour. Et c'était le critère d'évaluation, il était jugé au bout d'1 mois, la décroissance du potassium. Et sur ces patients qui avaient une hyperkaliémie qui était plus sévère et qui avaient été normalisés par le pâtiromère, et qui restaient sous bloqueur du système rénine-angiotensine, eh bien, au bout d'1 mois, on les tirait au sort entre pâtiromère ou placebo et on les suivait à nouveau pendant 8 semaines. Et donc voilà les résultats résumés ici. Il y a une baisse en moyenne, quelle que soit la sévérité de l'hyperkaliémie, légère ou modérée, d'environ moins 1 millimole par litre. Et donc on voit la courbe de décroissance de la kaliémie. C'est absolument pas un traitement de l'urgence hyperkaliémique, puisque la kaliémie elle baisse après au moins 7 heures et probablement au bout d'1 jour. Donc c'est pas un traitement d'urgence, c'est un traitement pour le traitement chronique et qui permet de maintenir le potassium. Dans 3/4 des cas, les patients ont atteint la cible au bout de la 4e semaine. Alors je vous ai dit que dans la 2e période, on retirait au sort les gens qui avaient été normalisés pour leur donner cette fois-ci le pâtiromère ou le placebo. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà le pâtiromère, ils étaient normalisés, et puis la moitié d'entre eux recevaient le placebo, et logiquement leur kaliémie va remonter. Eh bien, ce qu'on peut voir, c'est que dans cette 2e phase, eh bien, les gens qui recevaient le pâtiromère ont eu que très rarement besoin d'ajuster les doses de bloqueurs du système rénine-angiotensine ou du pâtiromère. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a trouvé la vitesse de croisière, il n'y a plus besoin de baisser les IEC et les sartans, les anti-aldostérones, et le pâtiromère, on trouve la vitesse de croisière. Les gens qui avaient le placebo, il fallait contrôler l'hyperkaliémie, essayer, donc ça a dû amener bien souvent des baisses de bloqueurs du système rénine-angiotensine. Et c'est ce qu'on retrouve ici. Pendant cette 2e phase, 94% des patients ont pu rester, alors qu'ils étaient sous pâtiromère, sous bloqueur du système rénine-angiotensine, contre 44%. Donc on voit bien ici le concept de maintien des IEC, ou des sartans, ou des anti-aldostérones, grâce à un médicament qui traite l'hyperkaliémie. Alors là, en parallèle, ça, c'était le potassium. Vous voyez, il avait baissé pendant la première phase. Eh bien, il reste stable pendant la 2e phase sous pâtiromère, mais ça remonte lorsqu'on est placé sous placebo. L'aldostérone, c'est logique. L'aldostérone, quand il y a une hyperkaliémie, l'aldostérone remonte. Donc, elle remonte sous placebo alors qu'elle ne remonte pas sous pâtiromère. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, cette fois-ci, on est contre placebo. Et bien, la pression artérielle, elle baisse sous pâtiromère contre placebo. Et donc là, on peut se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas un effet en plus de l'effet sur l'aldostérone, et de fait, peut-être que le pâtiromère permet, en plus de maintenir les IEC sartans, ce qui a un effet quand même important pour maintenir la pression artérielle abaissée, eh bien peut-être que le pâtiromère il est capable de capter un peu de sodium en plus.
sachant qu'il échange du potassium contre du calcium. Et on voit ça sur la systolique et sur la diastolique. Alors maintenant, les effets indésirables, c'est plus spécialement important ici parce qu'on est contre placebo, donc on a vraiment la réalité des choses. Il y a eu 0 événement indésirable grave, 4% de constipation, 4% de diarrhée. Ce que je vous ai pas dit, et parce que on n'avait pas le temps, c'est que parce que j'attendais les questions, mais y avait-il des patients âgés dans ces études et âgés comment et tout ça. Et donc il y a eu un article qui est paru il y a quelques semaines qui étudie, c'était une analyse préspécifiée de OPAL-HK, de l'étude, et qui est paru dans l'American Journal of Medicine, pour lequel ils ont regardé, alors ça va vous faire sourire, les patients selon qu'ils avaient plus de 65 ans ou moins de 65 ans. Mais en tout cas, plus de 65 ans, moins de 65 ans, efficacité, tolérance, identique. Alors j'ai regardé quand même, il y en avait combien qui étaient plus de 75 ans? Il y en avait 17%. Voilà, on n'en sait pas plus, ce n'était pas une étude, c'est des 85 ans, 90 ans, mais en tout cas, plus de 65, moins de 65, même profil de sécurité et d'efficacité. Alors enfin, une dernière étude qui a été faite cette fois-ci dans l'insuffisance cardiaque et qui est vraiment intéressante parce que c'est la population des insuffisants cardiaques avec syndrome cardio-rénal. C'est la petite dame que tu as présentée avant, mais qui a eu un antécédent d'hyperkaliémie par le passé, et donc c'est ce qui s'est passé, et qui a un potassium maintenant normalisé, mais elle a une insuffisance rénale. Et donc la question c'est, elle a un bloqueur du système rénine-angiotensine, c'est l'IEC, est-ce que je peux lui remettre de la spironolactone ou pas ? Sachant qu'elle a un antécédent d'hyperkaliémie. Et donc là, ils ont fait l'étude, ils ont randomisé des patients pour les mettre sous placebo ou patyromère. Alors c'était au début du développement, c'était des plus fortes doses, hein, mais ils les mettent placebo ou patyromère, ils leur donnent à tous la spiro et ils montent les doses jusqu'à 50 mg par jour. Et bien donc ce qu'on voit, c'est que lorsque les patients, alors qu'ils sont tous up-titrés en spiro, lorsqu'ils sont mis sous patyromère, le potassium reste normal. Et quand on regarde la proportion des patients qui vont atteindre 50 mg par jour de spiro, eh bien c'est supérieur entre patyromère et placebo. Alors, je vais passer très vite. Lorsqu'il y a un chélateur du potassium, eh bien, il faut se poser la question de est-ce qu'il y a une interférence médicamenteuse potentielle avec tous les autres médicaments. Et bien donc, ici, avec patyromère, ils ont posé la question, ils ont fait l'étude clinique. C'est-à-dire qu'ils ont pris une vingtaine de médicaments, ils les ont donnés avec le patyromère, sans le patyromère, ils ont étudié les caractéristiques, les pharmacocinétiques. Et donc, je résume. Mais donc, sur la base de ces résultats-là, où simplement il y a une interférence avec la metformine, similaire à si vous prenez de la metformine avec de la nourriture, donc c'est pas différent, il a été conclu que par pure précaution, il faut un espace de 3 heures entre le patyromère et les autres médicaments. Donc en pratique, ça veut dire que ça se prend en une prise par jour le midi. Mais c'est par pure précaution, parce que dans la plupart des cas, il y a eu 0 interaction. Alors maintenant, est-ce qu'il faut le prendre avec ou sans la nourriture ? Ils ont fait l'étude. Donc ils ont pris des patients qui avaient une hyperkaliémie, ils ont donné du patyromère avec ou sans la nourriture. Et donc le résultat, il est là, pas de différence. Donc on n'est pas obligé de prendre la nourriture avant, et si on veut le prendre sans, on peut aussi, c'est autant efficace. Et là, c'est à nouveau le profil de sécurité qui est à peu près analogue à ce que je vous ai dit. Alors sur ces effets sur la pression artérielle et sur ces effets pour favoriser la prise de la spironolactone, on s'est intéressé avec des collègues et avec le laboratoire Vifor à savoir si, parce que vous savez actuellement, il est recommandé dans l'hypertension résistante, alors je ne vous parle pas du plus de 80 ans où il ne faut pas mettre plus de 3 médicaments, mais dans l'hypertension résistante, il est recommandé de donner de la spironolactone en 4e intention en l'absence de contre-indication. Or, en l'absence de contre-indication, elles sont souvent là lorsqu'on parle d'insuffisants rénaux chroniques. Et on pouvait se poser la question, est-ce que ça peut marcher de donner de la spironolactone à quelqu'un qui a moins de 45 ml par minute et une HTA résistante? Et donc, on est en train de faire l'étude. L'étude a fini son recrutement, qui s'appelle cette fois-ci Amber, une autre pierre précieuse, pour savoir si c'est des patients qui ont une insuffisance rénale chronique, une HTA résistante à une trithérapie. Eh bien, le fait de donner du patyromère par comparaison au placebo, ça permet de mieux maintenir la spiro et d'avoir un meilleur contrôle tensionnel. Donc c'est ça le design de l'étude. On a des patients avec une HTA résistante, on leur donne à tous de la spironolactone, on monte les doses, mais on leur donne à la moitié d'entre eux du patyromère, à l'autre moitié du placebo. Et donc on va compter combien de patients restent sous spiro et quel est la cible tensionnelle. Alors un mot de conclusion pour vous dire que tout le programme de développement du patyromère, il a été fait chez des patients qui recevaient des bloqueurs du système rénine-angiotensine-aldostérone. Le taux, c'était 99,4%. Donc le programme de développement du patyromère, il a été fait pour les patients qui ont un bloqueur du système rénine-angiotensine-aldostérone. Et le profil, c'est le profil classique qu'on voit en néphrologie, en hypertension. Ce sont des patients qui sont diabétiques, insuffisants cardiaques, hypertendus, avec une insuffisance rénale.
Et donc la conclusion, c'est que ce nouveau chélateur du potassium a prouvé son efficacité, sa sécurité d'emploi. Et la conclusion, c'était qu'on est passé d'un cran des guidelines de 2016 qui disaient qu'il y avait des produits qui étaient en cours de développement. Et bien maintenant, le Pâtier-Romer a obtenu son approbation aux États-Unis. Il était utilisé depuis 2 ans. Et il a obtenu son approbation en Europe depuis l'an dernier. Et maintenant, on en est à la phase de discussion du remboursement pays par pays. Et il n'est pas encore disponible en France. Et ce que dit l'AMM, c'est que Veltassa, parce que c'est le nom commercial du Pâtier-Romer, est indiqué pour le traitement de l'hyperkaliémie chez l'adulte. On commence sur 8,4 grammes, c'est un sachet, une fois par jour. Si besoin, on peut augmenter les doses jusqu'à 25 grammes, 3 sachets. Administration éloignée de 3 heures de la prise des autres médicaments. Et sachant encore une fois, ce n'est pas un traitement de l'hyperkaliémie, entre guillemets, aiguë, et qu'il faut compter au moins 4 à 7 heures pour obtenir un effet. Donc c'est un traitement chronique à domicile. Je vous remercie.